Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de trading. Ça va être un monstre plante de semaine de trading, ça commence direct avec la baisse des indices ce matin. On va voir si ça se poursuit cet après-midi à Wall Street, mais si Wall Street s'amuse à enfoncer le couteau, vous savez ce que j'en pense. Je vous ai fait ma vidéo vendredi. Si ça doit chuter côté américain, pour moi, ça va très rapidement tourner au vinaigre. Mais attention, c'est pas gagné, on en est encore très très loin, mais ce sera donc le thème de la journée et donc en fait de la semaine. Donc là on se tape le G20, on n'attend pas grand chose, mais on va en parler en tout cas notamment pour la partie crypto parce que je pense que c'est là où au final ça peut vraiment faire quelque chose. Je vous donnerai les arguments qui me laissent à penser qu'effectivement il risque d'y avoir accord international en ce qui concerne les crypto-devises, mais pas forcément le Bitcoin. On va parler de tout ça après. Au sein de cette émission, on parlera des alts, d'accord, puisque vous en parlez beaucoup là pour tous ceux qui sont dans les cryptos et compagnie. Il faut que vous fassiez très très attention, ça va commencer à virer au rouge sur ces trucs-là. Je vous expliquerai pourquoi après. On va parler du VIX, voilà, qui repart à la hausse ce matin, qui se redirige vers les résistances. Donc moi, c'est très très positif pour moi. L'euro-yen se redirige également vers les résistances. Donc ça me plaît. Je veux le voir remonter un peu plus haut que ça pour pouvoir le recartoucher. La UDNZD me déçoit énormément. Là, on se rapproche de niveaux très très dangereux si ça doit céder. Je pense que je laisserai les cours tomber pour racheter éventuellement plus bas. J'ai pas envie de me mettre dans. J'ai une conviction très très acheteuse sur ce truc-là. Voilà, donc hors de question de vendre quoi que ce soit. Mais ça tergiverse, ça veut pas, ça hésite. Je dis c'est un train qui une fois qu'il sera lancé, la UDNZD sera lancé pour 1 an ou 2 ans de hausse. Donc voilà. Mais évidemment, avant il faut accepter d'être un peu patient. Encore une fois, quand on fait du trading spéculatif, des fois, il faut accepter de prendre 2-3 gadins avant d'avoir le bon prix, et puis surtout, il faut être patient. Voilà. On fera un tour sur les actions, parce que quelqu'un m'avait demandé de traiter les actions, et puis de toute façon, vu qu'en weekly, il y a des grosses choses là qui vont se passer, on va regarder les actions. Et donc voilà, au programme aujourd'hui, indice, quelques actions, celles que je suis, et notamment que les actions américaines. On va parler donc VIX, Bitcoin. On parlera 10 ans américain puisque j'en ai racheté et je vois que j'ai bien fait. On parlera gaz naturel qui commence également à me donner des signaux d'achat. On regardera où en est le gold, mais lui j'aimerais qu'il bascule sous 1 300 $. Mais après, attention, si les actions américaines commencent à chuter, le gold va exploser. Puisque je pense qu'on est dans un triangle on est dans le triangle des Bermudes pour les cryptos. Voilà, on regardera pas l'US Sol ni l'Eurodoll, donc on fera pas l'Euro-Yen non plus. Je sais qu'il est sur des prix qui m'intéressent pas. On va attendre qu'il remonte plus haut. Donc AUDNZD, Gold. 10 ans US et 30 ans US, mais surtout le 10 ans, moi c'est lui que je vais taper. Le Bund, j'y touche plus, les gains ont été réalisés, je laisse retomber. Donc VIX, Bitcoin, indice, on regardera le Hang Seng, le JPN, le Nasdaq et le S&P 500. On jettera un coup d'œil au DAX peut-être pour le plaisir. Donc allons-y, on commence par le Bitcoin. Donc je vous ai mis une vidéo vendredi soir ou samedi, je sais plus, ou hier même il me semble, hier, pour vous décrire un signal d'achat que je voyais sur les graphiques. Que je vous ai supprimé immédiatement ensuite pour une raison évidente, G20. Voilà. Tout simplement, j'ai commis une énorme erreur puisque en fait j'ai passé le week-end avec ma famille, puis quand je suis rentré, je me suis dit allez, je vais leur faire une analyse. Le Bitcoin il me donne un super signal et j'ai fait une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire trader sans avoir fait mon travail de trader, c'est-à-dire regarder s'il y a des catalyseurs à proximité. Voilà. Et évidemment, le G20, moi, si vous voulez, en tradant en horaire, il y a très peu de catalyseurs qui peuvent influer sur mon marché. Il y a vraiment que les grosses stats comme ça qui peuvent faire bouger, les grosses stats rouges. Et encore, c'est pas garanti. Il y a que ça qui peut influencer mon marché sur les unités de temps que je trade. Donc moi, les petits catalyseurs, je m'en branle, je les regarde même pas. Mais évidemment, un gros machin comme le G20 est sur le Bitcoin où quelqu'un me disait oui mais bon ça va être marginal, ils ont prévu d'en parler qu'une demi-heure. Oui, mais imaginons que si au bout d'une demi-heure il y a un accord international qui vise à réguler l'introduction de nouvelles cryptocurrencies, c'est-à-dire les ICO. Ce qui pour moi a énormément de chances de se produire. Encore une fois, c'est un scénario, on va dire 5 à 20% de probabilité que ça sorte. Par contre, si ça sort, ça vous destroy tout votre marché des alts. Donc faites attention avec ça. Moi, je vais vous parler d'expérience de trading. Quand on est dans une bulle spéculative, comme on est actuellement sur les marchés cryptocurrency en général,
Il y a ce qu'on appelle la phase florissante, voilà, c'est-à-dire la phase où vous avez création de nombreux dérivés qui surfent sur la vague. En gros, les alts. C'est comme à l'époque, tout le monde faisait sa petite bulle .com, tout le monde rajoutait .com devant le nom de sa société pour profiter de l'afflux de capitaux stupides qui achetaient tout et n'importe quoi. C'est la même chose. Voilà, là vous achetez des alts, vous achetez des trucs c'est purement des produits spéculatifs, c'est des Ponzi en puissance. C'est-à-dire que le but c'est d'acheter le plus tôt possible dans le Ponzi pour pouvoir revendre avant que le Ponzi s'écroule. Donc faites attention à ces structures-là. Je pense que les régulateurs commencent sérieusement à y réfléchir et je pense que le G20, à mon avis, ce que vous risquez, c'est pas qu'ils décident pendant le G20 que quelque chose se passe, c'est que quelque chose soit déjà dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et que ce soit révélé au public à ce moment-là. C'est ça que vous craignez le plus. Et je vous dis, attention, il suffit qu'il y ait une mise en place internationale de protection contre les ICO. Demain, toutes vos alts, elles ne valent plus rien. Donc faites vraiment attention à ça. C'est le risque pour moi en ce qui concerne les cryptos sur ce sommet-là. Et le problème, c'est qu'évidemment, si vos alts se font dégommer, comme la plupart d'entre vous, vous tradez ça avec des leviers et compagnie, eh bien, il va de soi que derrière, ça va avoir un impact sur le Bitcoin, puisqu'évidemment, tous les gens qui traitent les alts avec levier et qui vont se faire choper en margin call, eh ben, il va bien falloir qu'ils sortent qu'ils sortent tout ce qu'ils ont investi, puisque il va bien falloir payer le margin call. Donc, il va falloir probablement déboucler des positions Bitcoin si ça devait se produire, même si on n'a pas envie de vendre le Bitcoin. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, gros catalyseur, faible probabilité qu'il se passe quelque chose, ce sera probablement un non-événement, mais il y a un risque sous-jacent, ce qui fait que, comme ça peut impacter mon horizon de temps de trading, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas de faire pile ou face. Voilà. Moi, j'avais des signaux techniques sur le Bitcoin. Ce que je vois ce matin, c'est que le marché les voit et les trade. Maintenant, j'avais un signal d'achat ici, potentiel. On en a redonné un deuxième ici. Celui-là est payé par le marché. Bon, voilà. Moi, je m'en fous. J'avais pris un achat, je l'ai sorti. Voilà. J'ai préféré ne pas jouer. Maintenant, là, le marché me dit que j'avais raison. Bon, après, c'est le jeu. Mais il aurait très bien pu se retrouver là, le marché, et j'aurais été un petit peu déçu d'avoir pris cet achat. Donc, il faut bien comprendre que moi, je ne fais pas de jeu. Je ne joue pas. D'accord ? Et pour moi, rester en position hier soir avec ce G20 qui se profile aujourd'hui et demain, pour moi, c'est du jeu. Voilà, je ne sais pas ce qui va se dire, je ne sais pas ce qui va se faire, je sais encore moins comment le marché pourrait interpréter ça. Donc voilà, j'ai préféré ne pas utiliser et ne pas trader les signaux que j'avais vus. Pourtant, je les ai vus, ils sont là, ils sont nets et ils sont propres. Et au final, je me dis que j'aurais peut-être dû les trader, mais ça n'aurait pas été respecter la stratégie. Des gros catalyseurs comme ça où il peut se passer des choses, il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Et des fois, c'est pas grave de se dire qu'on rate un mouvement à cause de ça. En fait, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que si vous jouez ces trucs-là, il faut que vous soyez conscient que ça devient du jeu, c'est plus du trading. Et le truc, c'est que vous allez avoir raison des fois, tort des fois, mais votre espérance à long terme, c'est 50-50. Dans ces situations-là, vous risquez aussi généralement 1 pour 1. C'est-à-dire que vous n'avez aucune idée de la réaction des prix. Donc, où est-ce que je mets mon stop là si j'achète ? Voilà. Est-ce que je mets mon stop là ? Bon, le marché il aurait très bien pu faire pouf pouf et juste me dégommer le stop. Et pourtant, j'aurais eu raison. Donc, dans ces cas-là, pour moi, il y a un niveau d'incertitude tel que ça ne justifie pas une stratégie de trading. Donc, je ne trade pas, point à la ligne. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, il n'y a pas que le Bitcoin dans ma vie. Il y a d'autres choses intéressantes qui se passent sur les autres marchés. Là, mon focus se fait sur les autres marchés. Le Bitcoin, là, pendant les 2 jours, je ne m'y intéresserai pas. Sauf s'il vient chercher ma zone de vente. C'est le seul truc que je suis prêt à faire. Là, je vous ai dit, de toute façon, 9002 et 10002, c'est des résistances que je vendrai, quoi qu'il arrive. Évidemment, il me faudra des signaux. Mais là-dedans, je vendrai tout ça. Mon scénario sur le Bitcoin, je vais vous le donner. Donc, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de catalyseur qui vient perturber le marché, et ça, je vous dis, c'est hors de tout contrôle technique que vous pourriez avoir. Donc là, vos signaux d'indicateurs, ils n'empêcheront pas le prix de perdre 20% s'il y a un sale truc qui tombe sur les cryptos. Et s'il n'y a rien, il peut y avoir une détente qui nous ramène vers les résultats. Vous n'en savez rien. Donc, quand on ne sait pas, on ne fait rien. Point. Sinon, c'est du jeu. Et vous jouez à pile ou face. Moi, je pense que ce qui a le plus de chances de se produire sur le Bitcoin, c'est la formation d'un triangle consolidant, c'est-à-dire ABC, 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 et derrière, on renquille gentiment mais sûrement une grosse vague 4. Donc à voir, à confirmer dans les prochains jours, ça veut dire que y a aucun potentiel à utiliser sur le Bitcoin. Pour moi, le seul trade qu'il y avait, et c'est ce que je vous détaillais en fait dans la vidéo d'hier que j'ai donc supprimé à cause de ce G20 pour ne pas vous induire en erreur et vous inciter à faire des bêtises, il vaut mieux ne pas trader. Voilà. C'est ça le seul choix rationnel qu'il y a à faire en amont de ce catalyseur. Bref, moi je pense que
Ici, on avait un bottom. On a tous les signaux du bottom. Maintenant, je dis c'est des signaux techniques face à un catalyseur émotionnel et fondamental qui peut vraiment altérer le pricing du marché. Voilà pourquoi je n'ai pas pris ce signal. Mais il est là. Là, il y a un gros signal d'achat indéniable. Voilà, un truc comme ça. Ici, c'est gros support qui vient d'être formé. Et à mon avis, on ne viendra pas le rechoper avant un moment, celui-là. Donc, support, on retourne vers des résistances. Première résistance, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Moi, la première ne m'intéresse pas. La deuxième, oui. Voilà. Donc, si j'ai une structure ABC pour arriver à ce prix-là, je vends. Point. Je ne chercherai pas à compliquer au-delà de ça. Et ensuite, je verrai comment ça réagit. Mais ça va être vente, prise de profit pour payer mon stop. Et à chaque fois qu'on repassera à chaque fois au-dessus des 8005 et qu'on sera le plus près des 9003, je chercherai à revendre. C'est-à-dire que je pense pouvoir en fait faire vente TP, vente TP, vente TP, gros levier. Voilà. C'est tout ce que je cherche à faire. Pour moi, en fait, choper sur le Bitcoin, la prochaine vague de baisse, pour moi, elle se situera par là quand on aura suffisamment latéralisé pour se retrouver proche du haut de canal. Et quand on sera proche du haut de canal, on aura toute la liberté d'envoyer une grosse vague de baisse qui pourra nous tirer probablement sous les 6 000 $. Là, le prochain objectif, c'est de fracturer 6 000 $. Donc, en fait, le marché, à mon avis, il va prendre de l'élan. Il va faire son petit sport, il va faire un peu de cardio pour derrière lancer un gros sprint pour aller péter les 6 000 $. Donc, voilà. Moi, il y a deux options. Je vous dis, soit vraiment ce marché trouve un catalyseur au sein du G20 et il va aller le faire. Et dans ce cas-là, on ira à 5002 avec le G20. Je vais vous donner les signaux techniques inquiétants que vous devez surveiller. Voilà, cette oblique-là, tout le monde l'a vu, pas besoin de se compliquer plus que ça. Si le marché réintègre cette oblique avec des clôtures et casse ce support, ici pour moi, c'est Bérésina vendeuse. Ça veut dire que le marché veut casser les 6 000 $ et entre guillemets, ici, il y aura potentiellement une vente à jouer pour jouer cassure des 6 000 $ et le support qui se trouve dessous, c'est 5002. Possible, d'accord? Et dans ce cas-là, le marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il va relancer au sein d'un canal. Encore une fois, là, si je vais vous donner vraiment le truc que je déteste faire, c'est-à-dire que je vais faire l'analyste. Je vais vous dire, il peut se passer ci, il peut se passer ça, et je ne vais pas trader. Donc, je n'aime pas faire ça, mais je le fais pour que vous ayez une vision de ce qui se passe. D'accord? Là, vous vous dites, on a ça. Et ça, le marché, il n'a pas 50 choix. Soit il sort de ce canal, il le confirme. Attendez, on va se mettre là. Soit on confirme la sortie du canal, il n'y a pas de souci, on a un marché qui va se diriger gentiment vers les résistances et chercher la résistance du canal de degré supérieur. Option numéro 2, échec ici, on réintègre l'oblique, on revient chercher le support, si le support cède, c'est retour dans le bas du canal. D'accord? C'est-à-dire que dans ce cas-là, admettons que là c'est notre sommet, si on devait rebaisser, vous ajustez votre canal au sommet qu'on a fait, vous allez chercher le plus bas qu'on a fait ici avec des clôtures, pas les mèches. Vous savez que on ira chercher le bas du canal. Et ça ira vite, hein, parce que vous voyez là, ça fait boum. Ça veut dire qu'en quelques heures, on peut très facilement lâcher 35% sur le Bitcoin. C'est-à-dire une petite phase de panique. Et pour ça, il faut un catalyseur. Pour moi, techniquement, on ne peut pas faire ça autrement qu'avec un catalyseur. Donc ça ne peut venir que du G20. Mais il y a ce risque. Et si vous vous amusez à trader à l'achat, en sachant que le marché peut très bien vous dézinguer en 2 heures, pour moi, vous prenez un risque inconsidéré. Voilà, pour la partie Bitcoin, donc moi je dirais prendre du recul sur l'aspect technique, c'est-à-dire vraiment dézoomer vos graphiques, rendez-vous compte des objectifs qu'on peut atteindre. Là, à horizon des 2 jours, on peut très bien faire moins 35 ou plus 15. Voilà. Et là-dedans, moi, je ne vois pas d'intérêt. Évidemment, je suis vendeur, donc si j'ai des ventes qui sont profilées, je les prendrai, mais c'est tout ce que je suis prêt à faire. Et évidemment, je ne mettrai pas un levier de dingo et je sécuriserai, c'est-à-dire vente, TP sur le support. Obligatoire. On est dans un marché qui peut être volatile et qui pourra être soumis à des catalyseurs totalement imprévisibles. Donc, face à ça, il n'y a qu'une seule posture à adopter. On prend du recul et on reste tranquille. Voilà. Fini pour ça. Allez, on va regarder le VIX. Voilà, donc le VIX qui réouvre en gap sous la résistance ce matin. Tension, je pense, légère en ce qui concerne le G20. Là, on a un beau double signal bullish. Donc là, on a double constitution d'un support. Donc là, c'est magnifique. Voilà. Là, on a bien 2 supports constitués à la hausse. On se dirige vers les résistances. Donc là, moi, je pense que les résistances sont de plus en plus hautes. Les supports sont de plus en plus hauts. Je pense que nous allons avoir breakout de cette précédente résistance pour viser, du coup, je dirais, voilà, la zone target numéro 1. Je pense que ma target 1 est atteignable en l'état tant que ce gap reste ouvert. C'est-à-dire que tant que ce gap est là, je pense que hop, on se dirige ici. Et dans ce cas-là, ça c'est une vague 1, une vague 2. Le gap confirme la forte probabilité d'être en vague 3, ce qui fait qu'on devrait casser des résistances pour se diriger vers des extensions. On va éviter de prendre cette mèche-là, on ne va pas la prendre.
Hop, on fait donc ça. Alors après, je vous ai dit, l'analyse technique sur le VIX, il faut quand même rester souple. Ok. Donc là, pour moi, l'objectif, c'est de franchir des résistances. Donc il me semble que cette résistance-là, on doit la franchir. Donc je dirais surveiller quand même la zone des 20, mais je dirais qu'on peut viser sans grande peine. Voilà, dans ce cas-là, l'extension 200% qui nous amènerait à 21,5. À 21,5, il faut absolument déclencher une prise de profit partielle. Voilà. Donc je dirais vraiment, voilà, et vous voyez, ça correspond avec la précédente zone résistante que j'avais identifiée. Donc je dirais, voilà, entre 21 et 21,5, il faut prendre un profit. Sur le VIX, pour ceux qui ont joué les scénarios acheteurs, évidemment, là, le stop doit être remonté sous le support. Là, si on vient casser le support, c'est que la tendance est baissière, et dans ce cas-là, ce n'est pas intéressant de rester acheteur de VIX. Donc, je passe en positif, c'est-à-dire je passe en stop win grâce au gap de ce matin. L'objectif maintenant est donc de franchir la résistance. Voilà pour l'analyse VIX. Là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Je vais juste nettoyer un peu les graphiques. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. On tient bien l'oblique, double contact, on repart à la hausse. Pour moi, on doit franchir cette résistance maintenant, ce qui veut dire que côté S&P, on prendrait plutôt une direction baissière. Donc on est venu chercher le support qui était attendu sur le S&P 500. Cette fois, on est bien dessus. Comment le marché va y réagir? C'est une grande question. Moi, ce que je note, c'est que là, on a une structure qui, selon moi, semble prendre une forme plus baissière. C'est-à-dire que je crains que nous ayons malheureusement trouvé notre 5 ici et que nous soyons déjà en train de faire une vague baissière. Ça ne me semble pas viable comme structure. Vous voyez, regardez, en fait, en termes de timing, la consolidation en vague 2 ici a pris une quinzaine de barres. Il n'est pas possible que là, on soit toujours en train de consolider après 90 barres. Le ratio des corrections, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, c'est vraiment ici, on a fait la 4. On a trouvé notre 5 et on a fait notre 3, donc je vais supprimer le décompte intermédiaire. Je pense qu'on a terminé la vague de hausse. On est d'ores et déjà en train de se diriger dans des vagues de baisse. C'est une vague 1, donc la vague 1, elle a pour objectif de casser 1 ou 2 supports maximum, puis de revenir chercher des résistances, et après c'est la vague 3 qui défonce les supports à l'appel. Généralement, sauf quand on a une vague 1 étendue. Moi, là, j'aurais tendance à penser que malheureusement, on aura probablement fait une vague 1 ici, que la 2 se trouve là et qu'on est déjà en train de partir dans une vague 3 après une consolidation à plat. C'est-à-dire que je pense, en termes de structure de prix, qu'on a fait 1, 2 et qu'on est déjà en train de faire la 3. Et donc, je pense qu'on a un fort risque de cassure de support qui pourrait nous rediriger assez rapidement. Casser des supports. Donc là, il faut vous dire, il est où le prochain support? Il est là. Voilà. Donc pour moi, ici, il y a support de notre vague 4. Ça veut dire que la 3 devrait logiquement aller casser ce support. Voilà donc le schéma que j'ai en tête, en gros. C'est-à-dire, pur schéma de trading neuneux. On vend le haut du trading neuneux. Là, on vient de repasser sous le niveau intermédiaire. Donc là, normalement, c'est vendeur. Et on a TP1, TP2. Voilà. En sachant que moi, je joue le TP1 et je garde le TP2 en swing en cas de bérésina baissière. Là, honnêtement, les niveaux de liquidité sont complètement hallucinants. Je regardais tout à l'heure l'analyse de Philippe Béchade. Bon, Philippe Béchade qui est un permabère, il faut le dire. Il l'assume pleinement. Je ne l'insulte pas en disant ça. Mais comme je dis toujours, moi, le permabère, je ne suis pas d'accord quand on est en phase de croissance. Par contre, évidemment, ce sont des arguments toujours très rationnels qu'il faut absolument avoir lorsqu'on est en fin de cycle. Donc, moi, les vidéos de Philippe Béchade, je commence à les regarder depuis plus d'un an parce que je me construis ma conviction vendeuse et ces arguments sont très bons. Voilà. Donc, il faut que vous ayez conscience que le permabère, le problème, c'est de boire le discours permabère et de le rationaliser immédiatement comme une nécessité de pricing. C'est-à-dire de se dire, effectivement, il a raison, tout ce qu'il dit, c'est que ça ne va pas du tout, et du coup, on doit forcément baisser. Voilà. C'est ça l'erreur à ne pas commettre quand on écoute un permabère. C'est donc de se dire que, comme ce qu'il dit est très rationnel et réaliste, il faut absolument que ça se produise dans les prix. Voilà, c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Ça n'a pas une nécessité de se produire maintenant. Ça se produira un jour. C'est quasiment certain, mais voilà, c'est intéressant. Donc là, et l'argument donc de Philippe Béchade là est de dire effectivement, on a le plus haut, on vient d'atteindre le plus haut historique d'achat d'ETF en termes de montant sur les actions américaines. Voilà. Donc là, en fait, on est sur un sommet de marché, les gens achètent. Et je me pose sérieusement les questions, effectivement, de savoir si on n'est pas d'ores et déjà en train de déclencher la vague du crack, puisque là, voilà, si on a achat massif et prix qui baisse, je vous l'ai dit, c'est un cocktail qui déclenchera un crack. Donc moi je pense, et je maintiens mon schéma, pour moi, les marchés américains sont d'ores et déjà en train de donner des signaux très craignos. On va voir ce qui se passera dans les prochains jours avec ce G20 et compagnie.
Moi, les signaux que je vois ce matin sur les indices m'invitent à penser que le marché est d'ores et déjà en train d'invalider les scénarios haussiers. Et comme on a beaucoup d'acheteurs très fortement polarisés, un risque qui ne coûte pas très cher, mais qui coûte plus cher qu'avant. C'est-à-dire que là, si vous voulez vous couvrir, ça coûte 30% plus cher qu'il y a 6 mois. Hein. Voilà. Donc c'est quand même... je pense qu'à bout d'un moment, ça va être les prises de profit qui vont l'emporter sur la couverture. Et malheureusement, prises de profit, ce sont des ventes qui arrivent au marché. Donc à voir ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il y a un risque sous-jacent et qu'il est non négligeable de partage en couille des marchés. Voilà. Donc on va surveiller. L'objectif maintenant, c'est que pour moi, de toute façon, mon stop est là. Là, mon stop est abaissé sur le schéma. On a cassé le support ici, donc je pense qu'on est bien dans une vague 3. Maintenant, je peux me tromper. Si je me trompe et que les prix remontent, je préfère sortir. Ça ne me coûtera pas très cher. Hein. C'est-à-dire que là, l'invalidation me coûte 1 et quelques pourcents. Donc, je préférerais lâcher 1% de capital maintenant plutôt que de me laisser stopper au-dessus des niveaux cités précédemment. Si on part à la baisse, par contre, je peux vous dire que je vais me gaver. Voilà. Nasdaq. Voilà. Donc, Nasdaq qui retrace son sommet historique et qui revient clôturer sous le sommet en breakout. Donc le Nasdaq, je vais être franc avec vous encore une fois, c'est un marché qui risque l'effondrement. Voilà, j'y vais clair, hein, d'accord. Break haussier, non validé, break baissier. Au mieux c'est un range, au pire c'est un marché qui va partir en contre-pied. Donc là moi je veux voir, mais pour moi ce break baissier est en train d'être validé. On est passé sous la target. Moi je ne peux pas faire plus simple que ça. Pour moi le Nasdaq est un actif à vendre. Maintenant moi je vous ai dit je ne vais pas vendre de l'indice tout de suite, ça me semble un peu prématuré. Surtout pour un indice pondéré comme le Nasdaq. Par contre, je vais vendre certains composants du Nasdaq qui me semblent très très fébriles. Apple, Tesla, Nvidia, ces trucs-là, je vais les dégommer. Voilà. Donc on en parlera en fin d'émission. J'ai dit qu'on regardait le JPN. On va regarder la structure du JPN mais en daily. Ça me semble pas mature encore. Je pense que le JPN a un petit peu de potentiel à tirer. Peut-être avec un yen, pourquoi pas, un effet devise qui pourrait permettre de remonter. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, là, si on s'amuse à péter du support, ça va aussi devenir très très moche. Le Hang Seng, même chose, j'attends toujours, hop, voilà, une petite poussée haussière. Il faudrait qu'on bascule légèrement au-dessus de ça, théoriquement. Après, on voit que ça a été une bougie baissière, donc si vous prenez les clôtures, d'accord, voilà, on a déjà un ABC ici, hein, d'accord, c'est-à-dire, hop, 1, 1, 1. Là, si on redirige vers les supports, c'est short, point à la ligne. On ne se complique pas plus la vie que ça. C'est-à-dire que là, si ça doit rebaisser, on a bien réussi à passer sous le plus haut précédent, c'est bien un A, B, C et Dead Cat Bounce. Je pense que ça peut légèrement tirer un petit peu plus haut et les structures de prix, vous voyez, c'est toujours haussier. C'est-à-dire que là, vous voyez bien le soutien. Regardez, c'est que des journées haussières. Tout ça, c'est que des journées haussières alors que le prix baisse. Donc, généralement, ça, c'est qu'il va y avoir une mèche. Voilà. Bon, type de trader que je vous dis, ça c'est pareil, c'est du doigt mouillé, mais c'est des patterns que je vois souvent dans le marché. Là, il faut vous attendre à une bougie méchée, c'est-à-dire une bougie haussière, grosse mèche. On vient chercher par exemple cette zone de prix, elle rejette et on clôture négatif. Là, par contre, la première clôture qui se fera en baisse sur le Hang Seng, il faudra la vendre. Et pour un crack, hein, là, je vous ai dit, j'ai pas de doute sur le Hang Seng, c'est un marché qui va craquer. Donc là, dès qu'on a la moindre bougie de baisse ou une bougie avec une grosse mèche haute, ça me semblerait être le signal à shorter pour jouer le cracky crack de marché chinois. On a dit qu'on regardait le DAX Rapidos. Ouais, DAX, c'est moche. Hein. Voilà. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas signe d'un marché haussier, ça. Pas du tout signe d'un marché haussier. Break baissier, validé, le marché pousse à la divergence. Tout ce qu'il fait là, c'est qu'il est en train de remonter et de latéraliser pour retrouver un cycle bear et bim. Donc je pense que DAX, pour moi, c'est plutôt ici bear et on se redirige ici et ça a intérêt à payer les 11 500 parce que si ça ne paye pas dessous, pour moi, ça sent le roussi pour les indices européens. Voilà pour la partie actionnariale et indicielle. Bitcoin en a fait. Allez, 10 ans US. Voilà. Pourquoi ça sent mauvais pour moi sur les 10 ans US voilà. Je pense qu'on peut aller légèrement plus bas, mais encore une fois, ce n'est pas garanti. Si on ne va pas plus bas et qu'on se met à franchir la résistance, moi je rentre sur le 10 ans US. Je vise des gros niveaux. Hein. Je l'ai dit, je vise du 3,30, c'est-à-dire à ce prix-là, avec la bulle de crédit qui en a sous le cul, tout éclate. Maintenant, c'est encore une fois un scénario. Ça peut ne pas se produire. Mais je vous l'ai dit, on peut manipuler tout ce qu'on veut dans les marchés, sauf les taux.
Parce que les taux, c'est pas possible. On peut tricher avec les taux à court terme, mais ça demande une quantité de liquidité astronomique. C'est ce qu'a fait la Fed pendant des années. Et là, aujourd'hui, on ne peut plus. Le niveau de liquidité du marché est tel. En fait, si vous voulez manipuler les taux, il faut que vous compreniez comment ça fonctionne, le système du taux. Et je vous avais invité à vous renseigner sur les repos, sur le système de repository de la Fed pour pouvoir maintenir les taux bas. Comment ils ont financé les taux bas. Et le truc, c'est que voilà, c'est un système qui est une fuite en avant perpétuelle qui demande toujours plus de liquidité. C'est-à-dire si vous voulez maintenir les taux bas, à l'année N plus 1, quand vous commencez à le faire, ça ne coûte pas très cher. N plus 2, ça commence à coûter beaucoup plus cher. N plus 3, c'est augmenté au carré à chaque fois. Ce qui fait que là maintenant, ils ne peuvent plus. Voilà. Là, c'est plus possible de maintenir les taux bas. Et si les spéculateurs et les traders définissent que les taux sont plus hauts, ils vont effectivement faire monter les taux. Et la Fed n'aura aucun moyen d'action là-dessus. Voilà. La Fed, elle donne des guidelines, mais si les traders et si le marché décident qu'il n'y a plus de confiance avant la Fed, ils vont la mettre au défi et ils vont la mettre au tapis. La Fed n'a pas les moyens aujourd'hui de se permettre une nouvelle baisse des taux. Donc, si les taux devaient s'envoler au-dessus des 3%, avec une bulle de crédit, c'est un éclatement des actifs qui sont dopés à ce crédit. Donc, tout ce qui est actions, voilà, tout le pognon est sur les actions aujourd'hui. C'est pas compliqué. Tout le monde est surpondéré en actions, donc, et surtout surpondéré en actions en grosse capitalisation. Donc, vous savez très bien ce qui se passe. Si demain, il y a une bulle de crédit qui explose, toutes les grosses capitalisations, elles perdent 50% de leur valeur à cause de tout ce crédit qui ne pourra être payé. Sur le 30 ans, voilà, nos comments. Sur le 30 ans, là, on a bien la structure. Donc voilà pourquoi j'ai payé hier du 10 ans, ce matin, du 10 ans américain. Et ça paye déjà. Voilà. Donc là, moi, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis un peu plus modéré sur le 10 ans. Je pense que tant qu'on n'a pas cassé ça, je vais y aller doucement. Mais j'ai acheté. Voilà. Moi, j'ai acheté j'ai vendu des T-bonds. Allez, le gaz. Donc, grosse baisse, mais le gaz se stabilise. S'il tient ce support, c'est dans ce cas-là 1, 2 et on aura une 3 explosive. Pour le moment, on n'a pas breaké le range, c'est-à-dire que mon stop se trouve sous ce range-là. On reste dans une phase d'accumulation. Je n'ai pas de signaux vendeurs à proprement parler. Donc, je pense que c'est un marché qui risque une belle explosion acheteuse par contre. Donc on va regarder en structure intraday comment ça se goupille. Voilà, on l'a bien, c'est propre. A, B, C, deux vagues de baisse, on constitue le support, le break ici n'arrive pas à aller plus loin. Pour moi, c'est plutôt mauvais signe. Si on casse le cycle bear, là, c'est tout bon. Ce cycle bear est valide, c'est une résistance. Ok, on a bien le triangle et le signal divergent. Il y a bien résistance ici. Si le marché parvient à franchir ça avec une clôture, vous voyez que le marché a essayé, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Dès qu'on repasse ça avec une clôture, c'est un signal acheteur. Voilà. Donc pour moi, le gaz, je vais renforcer. Tout doucement, mais je vais renforcer du gaz. Évidemment, il va de soi que si on valide le breakout et qu'on se dirige vers la zone basse, ici j'invalide mon scénario gaz et je rachèterai peut-être plus tard. Moi là j'ai bien deux vagues de consolidation qui m'invitent à penser qu'on a fait une 1, 2 et 3 non étendues. Je cherche donc maintenant une vague 5 très étendue, très verticale qui ira probablement chercher la zone des 3,30 ou en tout cas au moins cette zone-là à 50% de retracement. Voilà, je dirais là, le 61 me semble quand même une bonne zone intéressante, donc on va surveiller cette zone-là, ce cluster-là, avec ce cluster-là, les deux, voilà, 61,8, 76,4, ces zones-là pour moi proposent des clusters assez intéressants. C'est la zone médiane du 50%, je pense qu'on va l'éclater allègrement. Donc voilà, ce que je surveille sur le gaz, c'est... voilà, de toute façon, vous avez le signal en direct. C'est en train de plotter un exit là. Si ce exit arrive en clôture et qu'on casse la résistance, je pense très sincèrement que le gaz va me procurer un gain de dingo dans les prochains jours. Parce que lui, je lui ai dit, ce truc-là, il va décoller. Et quand il décolle, il fera 15-20% en quelques jours. Voilà. Le gold. Alors, où on en est dans les structures. Donc là, on voit bien A, B, C. On va le noter. Hop, donc là on a bien un A, B, C en termes de structure qui est en train de se terminer ou qui pourrait se terminer prochainement. On est bien sur le support précédent. Donc pour le moment on a une consolidation plutôt haussière, enfin qui annonce plutôt des hausses. Donc à surveiller Alors je vais regarder la structure de prix, du coup ça nous fait quoi? Alors là on a bien donc A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ok, je pense que j'ai ma structure. Alors il faudrait voir si le C arrive à aller plus bas.
il faudrait voir si le C ici arrive à aller plus bas. C'est-à-dire que si la vague C ici nous mène ici, c'est dans ce cas-là une ending diagonale qui se mettra en place. Et on aura 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ce cas-là, on achètera le gold en vague 5. Et dans ce cas-là, je pense qu'on aura la target ici. Et le signal par là. Voilà, en termes de timing. Ok, et on viendra donc chercher une C. Avec ending diagonale, ça fait vague A, B en retracement et ending diagonale. Et dans ce cas-là, ça nous annoncera une belle grosse vague haussière derrière. Option numéro 2, je pense, qui est tout à fait probable, constitution d'un triangle. Dans ce cas-là, ça fait A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. D'accord? C'est-à-dire qu'il resterait encore 2 vagues de triangle à faire. Si on s'arrête ici sur le point C, dans ce cas-là, il faudra faire A, B, C, suivi de A, B, C et acheter. D'accord? Et c'est dans ce cas-là, c'est ici qu'on pourra se placer acheteur de gold. Là, pareil, hein, gold, j'ai une grosse conviction, mais il faut être très très patient. C'est un marché ultra manipulé, le gold, pour l'instant. Si on doit avoir un triangle, c'est vraiment, vraiment le signe que derrière, le gold va se faire méchamment payer. Hein. Donc, à surveiller ce truc-là, selon que le point C se trouve confirmé et au-dessus du point C précédent, ou non, c'est ce qui définira la forme du triangle. D'accord? Donc, je vais vous garder les... Alors, on va supprimer ça, ça aussi, et on va mettre donc du coup A, B, C, D, E. D'accord? Pour moi, la structure, c'est donc A, B, C, D, E, et c'est le point E qu'on veut choper. Hop là. Alors, primaire, on va se mettre en plus foncé. Voilà, là on voit bien. Ok, donc ce serait structure triangle comme ça, le point E et le point qui évidemment est à acheter dans ce cas-là. Moi, je n'achète pas encore le point C, puisque je ne sais pas s'il est là ou s'il sera plus bas. Sinon, donc j'ai dit structure ending diagonale. Dans ce cas-là, on aura une structure comme ça. Voilà, et on achètera le point E. Ok? Enfin, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, mais bon, on s'en fout les dénominations éliotistes, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que soit on a 5 vagues à plat, en contraction, soit on a 5 vagues à la baisse, en formation de biseau baissier, et on achète ensuite. Pour le moment, le gold, je pense que la patience est le seul choix rationnel à faire. Le AUD-NZD, voilà. Donc l'AUD-NZD qui me gêne considérablement. Je ne vois pas bien la structure. Voilà. Je ne vois vraiment pas la structure de prix qu'on est en train de faire. C'est purement squeezing. C'est-à-dire que voilà, bon, j'ai pas envie de vendre. Voilà, tout simplement, on est sur le bas du canal, ce qui fait que là, pour moi, je ne vois pas comment on pourrait accélérer à la baisse. Normalement, on ne peut pas. C'est un marché haussier, normalement, on ne doit pas casser ce canal. Aller un peu plus bas pour emmerder le monde et péter du stop, pourquoi pas? Mais je vois difficilement ce marché aller plus bas que ça. Voilà, je ne vois pas comment on peut aller plus bas que ça. Donc je me dis, prudence sur la UDNZD, on peut essayer d'aller travailler, voilà, je dirais ça, la zone des 1,06440, qui est la médiane de ce précédent range, qui était un support. Ça doit être un niveau FIBO puisque j'avais marqué cette zone-là. Voilà, moi je dirais ça me semble possible. Dans ce cas-là, la UDNZD fait un petit excès, il cherche à déclencher des stops. Moi j'ai quand même des signaux TP ici. Le marché n'a pas encore donné le signal acheteur, vous voyez que Momentum ne confirme pas. Donc je dirais effectivement, voilà, hop, aller un peu plus bas, péter du stop. Mais pour moi le cycle de TP, il ne sera pas breaké. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas breakout baissier et je pense que voilà, on va aller chercher un petit support légèrement inférieur. On va venir là, hop, déclencher un signal divergent Momentum et derrière on achète. Donc je ne sors pas mes achats sur la UDNZD. Je vais simplement regarder, mais normalement je peux largement payer un stop en dessous de ça. Je pense que là, il faut un niveau d'invalidation sous le niveau de support. Donc, je dirais 1,0580 est un bon niveau pour placer son stop. Si on devait vraiment aller chercher ce niveau-là, il faut, je pense, invalider le scénario AUDNZD. En tout cas, invalider le timing d'achat actuel sur cette paire de devises, sur ce cross. Allez, on termine sur les actions US. Apple, ok, pas mal. Apple, pas mal du tout. Hein. Apple, c'est pas mal. Si ça casse un support, c'est mauvais signe. Là, quand même, gros signal vendeur en daily. Je ne le trouve pas encore mature. Je pense malheureusement qu'on peut aller légèrement plus haut. Je vous explique pourquoi, parce que ça, c'est généralement signe d'un marché qui va aller chasser un peu plus haut. Donc je dirais Apple, il y a quand même peut-être encore un peu de potentiel haussier en l'état. Ça me semble prématuré. Mais regardez bien le décompte des vagues. Boum, grosse vague 1, d'accord. Quand vous avez ça, derrière, on fait typiquement des structures ending diagonal.
Donc je dirais que là, il nous reste une petite vague à faire, mais qu'on va probablement trouver un support. Derrière, on fera la 5. Et effectivement, je pense que c'est cette vague-là qu'il faudra dégommer à la vente. D'accord ? On n'est que sur un TP, ce qui fait que TP, rappelez-vous, ce n'est pas le plus agressif des signaux en renversement. Donc, il me semble que comme ici, on est toujours bullish et que c'est confirmé au momentum, non, c'est pas confirmé. D'accord ? Le triangle bleu arrive là. La confirmation momentum, elle était bien plus tôt, donc ça ne fonctionne pas là. Là, il faut effectivement qu'on aille plus bas, je pense, un petit peu plus bas. Chercher un support, vous voyez, cette zone-là, elle a gapé à la hausse, puis à la baisse. Je pense que c'est effectivement ici qu'on va retrouver un petit support. Et donc derrière, je pense essayer de constituer cette structure ending diagonal. La sortie baissière sera pour moi un dégommage en bonne et due forme de Apple sur du mensuel. Je vous l'ai dit, Apple, pour moi, c'est retour à 120, on est à 180, ça fait 30 et quelques % de baisse. Tesla, c'est très très dangereux. Ça joue avec le feu. Mais j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal. Je ne saurais pas trop vous dire. Mais honnêtement, je pense que je vais revendre. Voilà. Ça me paraît encore un peu précoce. Mais voilà. Là, disons que j'ai un signal d'achat valide. Je vois que le marché est en train d'essayer de le défoncer. Donc on va voir. Soit le marché ici, boum, il capitule. Mais alors dans ce cas-là, je vous dis, le S&P va tomber, le Dow aussi. Enfin, si on se met à vendre des grosses capis comme ça veut dire que ça va mal virer, ça va virer au rouge. Et je me pose la question de savoir si je reste sur les ventes indicielles ou si je m'attaque en plus à Tesla, alors que là, on est sur un support. Voilà. Je pense que Tesla, je vais plutôt rester soft. Je sais pas, voilà. Ça, je comprends pas ça, en fait. Je comprends pas pourquoi ici, on n'a pas continué de baisser. Donc la solution alternative, c'est que dans ce cas-là, ici, on ait trouvé, je vais vous donner mon schéma, là, c'est le seul schéma que je vois viable, d'accord ? C'est-à-dire que dans ce cas-là, on ferait ça, on serait dans la vague à cassure de support, on serait dans la vague 3. Donc là, effectivement, il ne faudrait pas hésiter à vendre comme des cochons avant que ça gappe à la baisse, parce que dans une vague 3, on va probablement trouver un gap bientôt, et il est possible que se produise par là. Vous voyez qu'on casse ça et boum, gap baissier et ça vend et on va défoncer du support. Premier support, évidemment, il est là. Celui-là, on va le démonter obligatoirement. Et je vois qu'il y a ce support-là qui, je pense, pourra céder également pour nous amener un peu plus bas. Voilà. Je dirais qu'il y a ce schéma-là qui est possible. Et dans ce cas-là, on serait dans un schéma ici. Viens là, toi. Hop. On a bien cassé un support en vague 1 ici. Et on aurait donc trouvé notre 2 ici. Ok, et là on serait en train de chercher une 3 de degré supérieur, 4, 5. Ok, alors attendez, hop, voilà. Ça nous ferait ça, ça. Ok, donc en termes de schéma, pour moi ça ferait un truc comme ça, pour une structure de baisse sur Tesla. Donc évidemment avec là de gros gains à faire. Quelle heure il est là ? Je mets en pause 2 secondes. Il est 14h, je pense que la séance américaine est extrêmement intéressante à regarder sur Tesla. Si ça gappe à la baisse aujourd'hui, je pense qu'il faut vendre. Ça confirmera effectivement la vague 3, 2 vagues 3, et ça confirmera des choses très moches à venir chez Tesla. Hop, hop, voilà. Donc la structure en place, pour moi, c'est plutôt ça. Rappelez-vous, de toute façon, moi j'ai déjà pris la vague 1, donc revendre ici, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que le stop que je vais mettre au-dessus du sommet, là, au-dessus de la 2, il est déjà payé par les premiers gains que j'ai encaissés sur Tesla. Donc je trade sans perte possible là, qu'on soit bien d'accord. Vous, si vous rentrez sur Tesla, ne mettez pas de levier, il faut pouvoir payer un stop là-haut, c'est quand même pas négligeable. Nvidia, où est-ce qu'on en est sur Nvidia ? Ok, on arrive timidement en fin de vague 5, on va regarder nos décomptes. Donc là, ça nous ferait... Ouais, là, il y a une vague 2. Là, vous la voyez bien, là, le petit rebond. Là, ça fait 1, 2, je dirais 3, 4, 5. Alors, est-ce que... Je vais regarder un truc, parce que... Je fais l'analyse en même temps que vous, comme d'hab, je vous dis, je n'aime pas les gens qui analysent avant et qui viennent simplement vous débiter leur truc. Donc là, c'est pas possible. Donc, effectivement, je pense qu'on est sur une... On cherche des ABC, donc je dirais A, B, C, oui, ici, voilà. Alors, il faut faire gaffe, rappelez-vous, la vague 5 dans une ending diagonale, elle peut avoir 5 vagues, d'accord ? C'est-à-dire que là, on pourrait avoir terminé le ABC,
Tout comme on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc faites vraiment attention à ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais marquer les deux schémas. Dans le cas où on serait dans une vague 5, enfin dans un schéma aussi en 5 vagues, d'accord, ça nous ferait, alors attendez, hop, on serait en schéma ending diagonal. Dans ce cas-là, il faudrait, alors attendez, j'essaie de voir où se termine la console, là, voilà. Donc il faudrait prendre la vague précédente, ok, et en reporter 78,6, donc ça nous amènerait là-haut. Voilà, ça nous amènerait ici. Donc je dirais ouais 78,6, 88,6 comme zone à vendre ici en cas de cinquième vague. Si on recasse un support, je vends. Ok? On est en train de squeezer là. Donc je dirais, il y a pas, pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Cassure du support, c'est vente. Donc cassure de ce support, vente. Arrivée, réaction baissière dans la zone, vente. Ok? Voilà pour moi donc sur Nvidia. Ça dépendra de la session américaine aujourd'hui. Netflix non, Amazon je ne vends pas, Boeing. Qu'est-ce qu'il nous dit Boeing? Est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on a reculé? Donc là Boeing ça devient dangerous. Hein. Donc la même chose, on est venu chercher le support, pour le moment ça tient. Donc c'est pas méchant, pour le moment tout va bien. Si le support cède, c'est qu'on est dans une vague 1. D'accord? C'est-à-dire que dans ce cas-là, notre sommet était là, et là on aura fait vague 1, il faudra se positionner en repli pour tout dégommer. Hein. Voilà. Là encore une fois, je vous ai dit, ce truc-là, si ça tombe, c'est un château de cartes qui s'écroule, tout le monde est polarisé, tout le monde est à l'achat. S'il y a un signal de profit warning et que les gens prennent des TP, il n'y a plus personne qui n'achètera ce truc-là, ça tombera tout seul. Je pense qu'on a quand même la probabilité de monter légèrement encore, donc je dirais pour l'instant prudence. Le break n'est pas encore validé, mais s'il s'imprime, je pense qu'il faudra quand même le suivre. Donc si on doit casser le support sur repli, il faudra vendre. D'accord? Donc dans ce cas-là, le schéma, ce serait hop, 1, il faudra se positionner en 2 pour jouer 3, 4, 5. Ok? Hop. Avec là une 3 très longue, hein, ce sera une 3 de crack. Hein, donc une vague 3 de crack, c'est un truc qui tombe comme ça. Quoi. Ok? Si ça doit se produire, on aura une 3 verticale. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi. La première vague d'un crack se constitue toujours comme ça. Donc, ça nous ferait 1, une 2 assez profonde, une 3 de taille équivalente à la 1. Voilà. Le schéma, entre guillemets, qu'on pourrait avoir. Il faut, pour avoir une vague 1, qu'on casse un support. Il faut casser ce support-là. Voilà, le schéma qu'on aurait si on se dirige vers un crack sur la valeur, c'est à peu près de cette envergure-là que ça se prendrait. Voilà, donc l'objectif, ce serait d'arriver au moins sous ce support-là. Donc ça nous ferait, ça je dirais en objectif, 243. Donc 243, ça nous ferait ça. Ça prend déjà quand même une sale tournure, hein, ce truc-là. Bon, enfin bon, on va voir. Moi, je pense que ça quand même... Dès qu'on repasse au-dessus du break, vous savez qu'on est en ending diagonal. Dans ce cas-là, ça veut dire attendre 378, puis une nouvelle poussée, et c'est ici qu'on short. Si ça passe là-dessous, évidemment, il faut y aller, quoi. Mais il faut y aller sur repli. Voilà, voilà. Hop. Sinon, ça fait 1, 2, 3... Bon, il faudra voir, hein. On verra les schémas plus tard. Voilà. Donc tout ça, on verra. On va déjà rester tranquillou en l'état. Allez, on a fini notre tour aujourd'hui. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, voilà. Donc je vous souhaite une agréable semaine de trading. Je terminerai cette émission. Donc ça y est, j'ai bien avancé le site. Donc je pense d'ici la semaine prochaine, ça devrait être en ligne. Il faudra que je refasse quelques vidéos en français avant également. Et du coup, à la sortie de ce site, je ferai rentrer une bonne partie des gens qui attendent. Après, vous êtes plus de 400 sur la liste d'attente. Je ne sais pas vraiment qui est du faux email ou qui ne répondra pas aux mails là-dedans. Tout ce qui est certain, c'est que voilà, là, je pense que je ferai rentrer à peu près 50 à 60 personnes en plus.
Une fois que le site sera sorti, il y aura un Discord qui sortira en même temps. Ah, bah, attendez, je vais vous présenter tout ça comme ça. Voilà, donc un magnifique nouveau site refait par mes soins avec donc des belles vidéos. Enfin voilà, c'est encore en préparation, hein, j'ai pas fini, mais bon voilà, il y aura un joli petit site assez sympa. Maintenant, c'est mon pote codeur qui va le terminer, enfin codeur, mon pote donc, dont c'est le métier qui va le terminer et qui fera quelque chose évidemment de bien mieux que moi. Mais voilà à quoi ça ressemblera. C'est pas la peine d'y aller pour l'instant, hein, il n'y a que des vidéos en anglais, il y a pas, enfin voilà, c'est une ébauche pour l'instant, mais si vous voulez voir à quoi ça va ressembler. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, le Discord. Voilà, donc vous aurez un joli petit Discord pour Pro Indicators qui arrivera. Donc en fait, à l'intérieur de ce Discord, je vous mettrai le lien et tout, hein. Bon, vous pouvez y aller, vous y inscrire déjà pour l'instant, mais ça, je ne mettrai pas encore de contenu tout de suite. Le but de ce Discord sera très très simple. Ce sera en fait que vous puissiez vous former un peu entre vous. Le but, c'est vraiment de me décharger un petit peu de la partie formation et support technique quant aux indicateurs. C'est-à-dire que bon, je me suis amusé, entre guillemets, mais vous allez avoir des rangs, entre guillemets, en fonction de votre expérience et du nombre de postes que vous aurez. Et évidemment, ceux qui auront les plus hauts rangs pourront être là pour chapeauter ceux qui arrivent et qui rentrent tout fraîchement là-dedans. Donc le but, voilà, c'est que vous puissiez vous entraider pour les questions les plus simples et que, évidemment, moi, je me charge que des questions les plus compliquées ou des cas les plus spécifiques où il y a vraiment un doute. Évidemment, je serai toujours là. Je n'ai pas l'intention de vous laisser vous démerder tout seul. Loin de moi l'idée de faire ça. C'est juste que, comme vous êtes trop à demander et que je ne veux pas monter les prix, voilà, si je veux vous faire rentrer en étant plus nombreux, sans perdre de qualité, il faut trouver des alternatives. Ces alternatives, c'est celle-là. Voilà. J'ai refait des vidéos plus pédagogiques pour que vous appreniez plus facilement, qu'il y ait moins de support à gérer derrière dans l'apprentissage. Et puis, il y a cet autre aspect-là où j'espère que vous serez capable de vous entraider entre vous, entre ceux qui ont un plus d'expérience et ceux qui sont tout à fait néophytes, pour vous conseiller un peu entre vous. Évidemment, le but, c'est que ça se passe vraiment dans la joie et la bonne humeur, c'est-à-dire que, évidemment, toute personne qui sera là pour foutre la merde sera dégagée. Donc le principe, c'est vraiment que vous échangiez des trucs, que ce soit Pro Indicators ou autre. Moi, je m'en fous. C'est-à-dire qu'il y a quand même un objectif clair et net, que ce soit pour aider les gens. Mais si vous voulez venir là pour faire votre blabla en dehors de Pro Indicators, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de nécessité absolument d'utiliser mes indicateurs pour être là-dedans. Mais il y aura, par contre, modération sur certains forums où ça ne concernera que les questions concernant les indicateurs. Donc après, vous pourrez partager vos visions, tout ce que vous voulez dans la partie analyse technique. Mais la partie, par exemple, tutoriel, c'est là où je viendrai vous mettre uniquement des tutos. C'est-à-dire que je vous ferai un tuto tout le temps sur des thèmes précis. Quand je verrai beaucoup de questions revenir sur le même thème, pouf, je vous ferai un tuto pour répondre sur ce thème-là. Comme ça servira à chaque fois à tout le monde. Je vous ferai évidemment les QCM comme j'avais fait pour ceux qui étaient dans le Discord, là, que j'avais trouvé une forme très sympa. C'est-à-dire que quand je vois un contexte de marché pédagogique, où je sais que vous feriez probablement des bêtises, je prends une photo de ce marché-là et je vous fais un QCM, où je vous dis, voilà, par exemple, dans un marché comme ça, quand vous avez ces signaux-là, qu'est-ce que vous faites? Réponse A, vous faites ci, réponse B, vous faites ça, réponse D, vous faites ci, et vous cochez, enfin vous mettez vos réponses, et évidemment, après, moi, je vous donne la réponse que moi, j'aurais considérée, évidemment, avec les arguments qui plaidaient en ce sens-là. Donc, je trouve qu'il y avait un but pédagogique génial dans ces QCM, donc je garde l'idée. Il y aura une structure pour mes suivis de marché à moi, c'est-à-dire que mes posts, comme ça, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir que ce que moi je fais. Donc vous aurez une file où il y aura que mes trucs, comme ça vous saurez tout ce que je fais, quand j'achète, quand je vends, pourquoi, quels signaux je surveille et compagnie. Un salon vocal, et évidemment je mettrai un salon libre pour tout le reste, et il y aura un salon donc spécifique pour les questions relatives aux indicateurs, et uniquement aux indicateurs, les questions techniques. Voilà, écoutez, allez, je vous donne le lien, comme ça vous pourrez y aller direct si vous voulez. Je vous le mettrai dans la description. Le lien, c'est donc... là, je ne sais même pas si j'arrive à le voir. AGDF5R, et je ne sais pas s'il y a un autre truc derrière. Oui, il y a un T. Donc, grand A, petit G, petit D, petit F, 5, petit R, petit T. Pour rejoindre donc ce truc-là, je vous mets le lien, évidemment, dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis donc, pour de bon, une bonne semaine, à demain peut-être, et sinon à bientôt.